La conférence qui va suivre s'intitule Paroles d'artistes, Peter Johnson, pardon, avec 3 intervenants, donc Sarah Arrhenius, Peter Johansson et Zinnia Ravini. Hi everyone, thank you so much for having invited. Bonjour à tous et merci de nous avoir invités. Je suis très content d'être ici avec Sarah Arrhenius, directrice de l'Institut royal de l'art de Stockholm, et Peter Johansson. Nous avons également le directeur du magazine suédois qui crée des liens entre l'art et la littérature. Et ici, nous avons Peter Johansson, qui est probablement un des artistes les plus polémiques suédois aujourd'hui. J'exagère pas, Peter. Et hier, je crois qu'on vous a même traité de Salman Rushdie de l'art contemporain. Donc, voilà. Oui. Donc, merci d'avoir accepté de venir ici aujourd'hui. Et je voudrais démarrer en vous demandant de nous montrer ce film de 10 minutes. En fait, le film n'est que de 6 minutes, il est court. Et en fait, il y a son et musique, son et images. Donc, j'espère que vous allez apprécier ce film. Sträck ut din hand och finn en hand i din. Så gjorde jag och fann en hand i min. Sträck ut din hand. Gåtfulla jord, du gör mig förundrad. Frihetens tid lämnar märkliga spår. Ögon av sorg söker himmelens stjärnor som sprider sitt ljus på den väg där vi går. Sträck ut din hand och finn en hand i din. Så gjorde jag och fann en hand i min. Sträck ut din hand och bygg en mänsklig bro. Vi bygger från land till land. Sträck ut din hand. Admire, can't afford the beauty of it. La 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 la.
Thank you. Well, I was thinking of asking you. Je voulais commencer en vous posant une question. Je crois que la réponse est difficile, mais je suis sûre que vous avez une bonne réponse. Est-ce que vous direz que votre art contribue à l'image de la Suède aujourd'hui? Est-ce que vous êtes en train de déconstruire le concept de culture ou est-ce que vous le reconstruisez, ce concept de culture suédoise, bien sûr? Je pense en fait les deux. Je crois les deux. Ça dépend de l'œuvre et ça dépend aussi de l'idée que j'attaque, si vous voulez. Les choses que vous avez vues ici, ce sont des choses qui ont été produites au cours de 20 ans, disons depuis 2010. Après, j'ai commencé avant 2020. Après, j'ai travaillé avec des choses plus personnelles, ma famille et des choses intéressantes venant de mon enfance. Alors, je crois que ces images sont très anciennes pour moi, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est encore pareil, voire pire. Par exemple, les problèmes des nationalistes, des néo-nazis qui sont très ouvertement publics aujourd'hui. Donc, en fait, je dirais il faut les deux approches pour attaquer. Je pense que c'était très intéressant de revoir ces images. Vous savez que j'ai suivi son travail depuis les années 90. J'ai écrit sur ses travaux. On a travaillé ensemble aussi. Vous savez que, par exemple, au niveau du Salon du livre de Göteborg pendant plusieurs années, c'était intéressant parce qu'à l'époque, on considérait votre travail plus amusant et que c'était pour vous une étude de ce qu'est d'être suédois. Et je ne crois pas que les gens étaient très se sentir agressés par cela. Mais avec le temps, avec le changement des conditions politiques, et là, on voit qu'il y a un changement et on voit le changement avec l'apparition des skinheads dont vous allez peut-être parler plus tard. Mais en fait, là, vous avez payé quelques skinheads. C'était des acteurs. Vous avez payé des acteurs, en fait, pour déconner, détruire des choses, etc. Et le financement, en fait, venait d'un fonds suédois, c'est ça? Et tout d'un coup, en fait, il y a eu des discussions très, très dures. Est-ce que c'était la façon dont on devait dépenser l'argent des contribuables? Et il faut savoir qu'il y a eu des attaques par rapport à ce type d'œuvre. Et c'est là où les choses ont changé en Suède et où les discussions sont devenues plus sombres. Il y a eu des menaces par rapport à votre travail, comment vous travaillez. Tout d'un coup, en fait, les gens avaient l'impression que ce n'était pas vraiment s'amuser avec l'identité suédoise, mais que plutôt vous étiez en train d'attaquer cette culture suédoise. Je sais que vous avez été critiqué dans les médias sociaux et en fait, cela a peut-être influencé votre capacité à travailler. Autre chose, dans les années 90, vous vous amusiez avec en fait ce côté national suédois et un peu narcissique qui était dans votre travail. Il y a un site où vous avez travaillé où aujourd'hui les néo-nazis sont très forts, très puissants. Et donc, en fait, la situation aujourd'hui est très différente et très triste d'ailleurs pour la Suède par rapport à comment les choses ont évolué. Les personnes qui m'attaquaient
dans les années 90, les skinheads et les néo-nazis sont devenus en fait un parti suédois démocrate. Aujourd'hui, ils font partie du gouvernement. Ils agissent avec d'autres. Ils ont mis une autre veste, mais ils sont les mêmes personnes. C'est toujours les mêmes. Les gens que j'ai rencontrés à cette époque-là, ce sont les personnes qui décident sur les budgets alloués à l'art, etc. C'est très intéressant. Ça, ils ont changé, donc moi j'ai pensé qu'il fallait que je change également. Je crois qu'aujourd'hui, il y a plus de haine en moi que dans les années 90, parce que je crois que le problème est plus grave aujourd'hui. Donc, il faut changer sa façon de créer l'art. Et comment vous pensez pouvoir les changer ou changer les personnes et la société? Vous croyez qu'il est possible de changer les mentalités par le biais de votre art? Non, je ne crois pas que je puisse les changer. Avant, je me sentais normal. Pour se sentir normal, il faut agir, il faut faire quelque chose. Et j'espère que davantage de personnes voient votre travail. Et en fait, c'est comme une fleur qui pousse. C'est une façon de vivre. Il faut être présent, il faut faire quelque chose. Qu'est-ce qui les a provoqués le plus, ces néo-nazis? Qu'est-ce qu'ils ont contre vous, surtout, lorsqu'on parle de votre façon de travailler? Qu'est-ce qu'ils sont contre, surtout? Au début, je crois que utiliser leur propre matériel, leurs vêtements, leur façon de s'habiller. Le drapeau suédois, tout d'un coup, n'était pas pour tout le monde. C'était devenu un symbole des néo-nazis. Donc, j'ai utilisé ces éléments et je les ai un peu ridiculisés, comme vous avez vu. J'ai fait en sorte que les gens se marrent en les regardant. Je pense que peut-être c'était stupide, en fait, maintenant. Et donc, j'ai eu beaucoup de problèmes après cela, parce que je les ai fait paraître stupides. C'était de l'humour, en fait. Vous savez, moi, je travaille plus dans l'humour que l'ironie. Je travaille à partir du cœur, en fait. J'essaye de créer de l'art qui vient de mon cœur. Et j'espère qu'ils arrivent à le sentir. Lorsque vous parlez de l'humour, comment diriez-vous que votre travail est humoristique, pardon? Peut-être qu'il faudrait voir ce que vous avez fait dans les châteaux. Quand j'ai parlé aux étudiants français, j'aurais demandé, est-ce que vous croyez que c'est de vrais nazis qu'on voit ici ou est-ce que vous croyez que c'est des acteurs? Et les réponses étaient 50-50. Un étudiant m'a dit, je ne veux pas savoir. C'est la question qui est intéressante. Vous pouvez nous parler de comment vous avez fait ce travail? En fait, vous avez une maison qui flotte, une maison rouge, et sur cette maison flottante, vous aviez 3 skinheads joués par des acteurs. Pour moi, ce n'était pas un choix. Pour moi, c'était clair que je ne voulais pas travailler avec des nazis, avec de vrais nazis. Je préfère payer mes amis pour faire cette pièce, cette œuvre d'art. Alors, on établit des règles. Ils devaient être là pendant 4 mois. Il fallait qu'ils prennent le petit déjeuner, qu'ils s'amusent, qu'ils déconnent. Ensuite, c'était l'heure du déjeuner, boire, puis en boire encore, et boire encore.
Ensuite, ils ont fait un barbecue. Et après, ils étaient très, très sous. Et il fallait qu'ils cassent tout, la maison, tout, et disparaître. C'était la règle, en fait. La règle pour les 4 mois. Le problème, c'est que c'était au milieu d'une zone industrielle, alors il y avait très peu de gens. Ils se sont ennuyés. Ils se sont ennuyés, alors ils avaient les règles de ce qu'ils devaient faire. Alors ils se sont partis en ville et ils ont essayé de faire en sorte que les gens voient ce qui se passait dans cette zone industrielle. Après 4 mois, il fallait que la maison soit réellement détruite, vandalisée. Et c'était en fait une performance, si vous voulez, dont le nom est la petite Suède, et cela en référence à l'Italie, par exemple. Alors les choses me reviennent à l'esprit maintenant. Je me rappelle qu'en fait, au début, tout le monde était très bouleversé. Ils pensaient que c'était des vrais skinheads qui avaient détruit cela. Lorsqu'ils ont compris que c'était des acteurs, ils se sont encore plus énervés. Vous vous en souvenez? Non, à Münster. C'était à Münster, en Allemagne. C'était en 2000, je crois, non? Après, lorsque tout le monde parlait des skinheads, tout d'un coup, il y a des journalistes qui ont lu le homepage du Kunsthalle en Allemagne et ils ont compris en fait que c'était des acteurs et ils ont menti. Personne ne voulait parler de cela parce que c'était une meilleure histoire à raconter dans la presse si c'était de vrais skinheads. Et en fait, quand la réalité est parue, les gens étaient complètement bouleversés par le fait qu'un artiste pouvait faire une telle chose. Je sais que... Parlons un peu de ce qui se passe en fait avec l'humour et le alt-right, le mouvement alt-right. Vous savez que maintenant, comme elle l'a dit, pour arriver au pouvoir, il faut d'abord atteindre le pouvoir culturel. Est-ce que vous croyez qu'il y a un danger là? Est-ce que ça existe, l'humeur nazie aujourd'hui? L'humour nazi, est-ce que ça existe aujourd'hui? Est-ce que vous allez continuer à l'attaquer? L'humour nazi? Oui, oui. Il existe beaucoup de telles choses. Parce que si vous regardez les pages sur les sites, il y a beaucoup d'humour nazi. Si vous regardez l'aile gauche du spectre politique aussi. Vous savez qu'en Suède, nous avons quelque chose de marron qui est spécial. C'est le Nirgeboll, qui veut dire les boules de nègre. Et dans les années 90, le nom de cette spécialité a été changé. Mais sur les sites des groupes nazis, ils continuent à manger ces boules de nègre. Et ils affichent des photos de leurs familles, leurs amis qui mangent ces boules de nègre, comme c'est appelé. Et ça fait partie de leur humour nazi. Oui, ça fait partie. Je pense que ça serait intéressant d'entendre parler de comment vous travaillez. Parce que votre travail dans les années 90 était assez amusant, ludique.
Et ça a beaucoup changé, et surtout lorsqu'il y avait beaucoup d'humour, en fait. Je répète, il y avait un élément ludique, et personne n'avait peur de ces stéréotypes. Mais aujourd'hui, lorsque je vois votre travail, il a changé. Et je ne suis plus sûre que c'est vraiment une question d'humour. J'ai l'impression que votre travail est plus sombre. Vous trouvez cela plus difficile aujourd'hui à faire? Très bonne question. Je pense que les réactions à mon œuvre dans les années 90 m'a forcé à réfléchir, en fait. D'abord, j'avais peur que mes idées et que mes travaux allaient dans la mauvaise direction, que ça n'avait pas fonctionné, que tout le monde rigolait, en fait. Ça n'avait pas choqué. Ensuite, après l'œuvre que j'ai fait en Suède, vous savez, et le Minster que vous avez vu avec la maison et les réactions à tout cela, je me suis dit que je voulais creuser davantage, aller plus profond dans les problèmes. Et en fait, laisser de côté l'humour. Comment? Eh bien, je crois que parfois, je pense que l'art peut en faire plus. Ça peut faire plus que simplement faire rire, imiter et faire rire. Je pense que cela peut nous pousser à réfléchir. J'avais une autre question. Comment vous sentez-vous aujourd'hui par rapport à votre travail? Est-ce que vous vous sentez très libre, en fait? Comment vous vous sentez par rapport à votre travail? Comme vous l'avez dit déjà, au cours des années 90, c'était plus ludique, c'était très libre. Mais les réactions des néo-nazis et des mouvements skinhead m'ont fait penser à ma famille et tous les problèmes que cela avait entraîné. Et donc, j'ai changé de direction. Je n'avais pas peur de faire de l'art, mais j'ai changé de direction. C'était plus clair pour moi. Ils m'ont donné une raison de faire des choses plus sérieuses. J'étais en colère et donc j'ai réagi et je me suis dit qu'il fallait que je fasse des choses plus sérieuses. Alors, parlons de l'aspect plus sérieux de votre art. Est-ce que vous croyez qu'on peut rire de tout ou non? Je crois que c'est une question très difficile. Je crois qu'il y a des sujets sur lesquels on ne peut pas rire. Et parfois, j'ai peur que je ne peux pas réellement travailler sur tout sujet. Je ne veux pas embarrasser les gens avec certaines idées. Je ne sais pas. Parfois, j'ai peur par rapport à ça, oui. Oui, c'est intéressant. Est-ce que c'est un changement de temps? Dans le panel, on a parlé auparavant de ce qu'on appelait l'art menaçant. Et il y a également la liberté d'expression. Et on a parlé du fait que l'art et de la censure et l'art, les médias sociaux, comment cela fonctionne. Et vous êtes une figure publique dans ce sens. Je sais que vous êtes l'un des artistes qui a été menacé à cause de votre travail. Est-ce que vous pensez que ça a limité votre façon de travailler si vous comparez à il y a 20 ans de cela? Est-ce que vous choisissez vos sujets différemment?
Est-ce que vous faites des choses différemment en raison du climat politique? J'ai changé mon point de vue d'une certaine façon. Je suis passée de ces attaques néo-nazis et ce rire et cet humour vers quelque chose comme ma propre famille et ce qui se passe dans le petit monde d'une certaine façon. Et ça peut être aussi problématique, je pense, aussi important. Peut-être que ça avait un rapport avec ces sentiments. Et en fait, j'ai eu un petit peu peur. Et c'est pour cela que je suis devenue quelqu'un, un homme de famille depuis. J'y ai réfléchi. Mais je ne sais pas, je suis encore très en colère et je veux encore faire de l'art avec des sujets tellement problématiques comme ceux-ci. Ça, c'est mon truc. Je veux faire de l'art en utilisant ces problèmes. Et j'essaie de résoudre ces problèmes. Je sais que c'est impossible, mais c'est ma façon de travailler. Et je me demande si c'est une question de nous empêcher d'avoir peur dans notre société aujourd'hui. L'humour, c'est un moyen défensif contre les choses qui nous font peur. Donc, comment peut-on supprimer cette peur que nous avons vis-à-vis de l'étranger? Est-ce que vous avez des exemples? Pas seulement sur la stupidité des néo-nazis, mais également sur leur intelligence et leur peur de l'autre. J'utilise toujours moi-même. Moi, j'ai cette peur des autres également, de l'étranger. J'ai également ces sentiments que les choses ne vont pas bien, qu'il faut faire attention à qui on parle, à qui on rencontre. Donc, je m'utilise moi-même et j'essaie de faire de l'art avec ces sentiments. Donc, moi, je ne regarde pas ce que les autres font, ce que les autres font mal. J'utilise moi-même et c'est déjà beaucoup pour faire de l'art avec ça. Donc, c'est ça, mon matériel. Donc, c'est vous-même, au sein de vous-même. Parlons maintenant de la culture winning. Comment est-ce qu'on peut traduire culture winning? En Allemagne, c'est Goethe-Dämmerung. C'est de la culture. Winning. Crépuscule de la culture. Parce que l'image que nous avons vue, Anne Weiss est une figure très connue. Il était très gentil. Et ensuite, il allumait les bougies. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette culture, de ce projet qui n'est peut-être pas vraiment un projet? J'ai utilisé ce mot une seule fois. C'est pour Arne Weisse. C'était un journaliste qui est devenu le visage principal à la télévision suédoise pendant 40 ans. Et à Noël, il était la personne qui présentait les programmes le soir de Noël. Et il était très célèbre. Il se promenait partout en Suède. Il était vraiment très, très populaire. Et je lui ai demandé de préparer des discours pour moi. Et il a vu la possibilité
l'opportunité de dire des choses. Donc, il a fait des discours absolument formidables sur le racisme, le populisme, sur la pédophilie et ce genre de choses. Vraiment, des discours incroyables, formidables. Et il s'est dit, si je fais ça avec un public qui a la possibilité de s'arrêter, s'il pouvait leur en dire davantage, leur dire des choses qu'ils ne pouvaient pas dire à la télé, par exemple, ça, c'était très intéressant. Donc, nous sommes allés à une exposition à Nation et nous avons décidé de faire cette gymnastique de la culture ensemble. Donc la culture running, le crépuscule de la culture, en fait, on ne se sent pas vraiment chez soi avec cette culture. C'est une question très difficile. Oh, je vais laisser tomber. Je ne sais vraiment pas quoi vous répondre. Je me sens vraiment chez moi à Copenhague, au Danemark. C'est là où j'habite. Mais de là-bas, lorsque je regarde la Suède, j'ai deux sentiments. C'est cette histoire de la limonade. Et je ne pense pas que c'est culture chimique. Je pense qu'il est possible de changer les choses. Je me rends compte que nous avons tellement de questions. Nous n'avons jamais eu un tel panel. Donc là, je vais saisir l'opportunité. Donc si on regarde le travail que vous avez effectué dans les années 90, vous parliez de la tradition de l'artiste, les matériaux qui étaient considérés comme étant des matériaux artistiques. Vous aviez des sculptures, des couleurs. Et tout ceci a circulé dans le monde artistique. Vous avez fait le calendrier, je me souviens, avec des personnes qui posaient nues, qui étaient du monde de l'art, comme un produit comique. Et également pour décrire ce qu'est ce monde de l'art. Et une grande partie de votre travail s'adressait à l'art. Et c'est quelque chose qui était spécialisé pour le public de l'art. Et ensuite, c'est passé dans le monde réel. Et je pense que ce serait intéressant de voir comment vous êtes passé par cette étape. Et les questions sur la sculpture, les matériaux étaient très importants au début, et surtout les couleurs. Et la couleur rouge, pourquoi est-ce que c'est si important pour vous? Donc, pour commencer avec la couleur rouge, à Dalarna, dans cette région de Suède, au centre de la Suède, c'est la petite Suède. Vous avez beaucoup de souvenirs, de symboles, les danses folkloriques, la nourriture. Tout vient de cette région. Tout ce qu'ils font à Dalarna, ce sont tous des symboles suédois. Et il y a beaucoup de rouge. Vous avez les maisons rouges, les Fornehus, vous avez les saucisses qui sont rouges. Et il y a beaucoup de choses qui sont rouges. Tout, oui, tout est rouge. Et j'ai lu un rapport au début des années 90. Ils avaient utilisé, je pense, 6 familles, et une famille vivait dans un appartement peint totalement en noir, et une autre famille dans un appartement jaune, l'autre dans un appartement bleu, l'autre vert, l'autre blanc pendant 1 an. Et la seule chose qu'ils pouvaient voir, c'est que dans l'appartement rouge, les gens avaient peur
Ils se battaient les uns avec les autres à cause de cette couleur rouge. Et moi, je pensais que c'était vraiment très intéressant de comparer cela avec cette région de la Suède, avec tout ce rouge. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai utilisé le rouge. Et ensuite, le rouge, vous voyez la couleur rouge et cela vous explique tout cela sur la haine, le sang, les gens qui vendent, toutes ces choses. C'est une bonne couleur. Oui, et l'autre question, lorsque je suis allée à l'Académie royale de Stockholm, à la fin des années 80, au début des années 90, j'étais vraiment intéressée par mes collègues, par les professeurs, les artistes qui venaient nous montrer leurs objets. Et pour moi, c'était une conversation en quelque sorte, de faire de l'art, faire ce qu'ils faisaient dans leur art, et de faire d'autres choses semblables à leur art. C'était comme une conversation. Et ensuite, après un moment, lorsqu'on a commencé à montrer des choses, j'ai rencontré le public. Et les gens écrivaient, parlaient. Et je me suis dit, oui, on peut vraiment utiliser l'art pour faire quelque chose. Faire plus que juste parler d'art. Donc, je me suis tournée vers ces questions sur le racisme, comment nous, les Suédois, nous agissons lorsque nous rencontrons d'autres cultures, lorsque nous allons dans d'autres pays et voyons d'autres cultures. C'est devenu plus intéressant que la seule question de l'art. Est-ce que vous diriez que les Suédois sont très racistes, de façon inconsciente, plus racistes qu'ils ne pensent qu'ils le sont? Non, pas plus racistes qu'ailleurs, je pense. Et les gens sont racistes. Et il faut essayer de surmonter cela. Là est la question, ce sentiment. Je pense que dans les pays nordiques, on travaille là-dessus de façon démocratique. Jean-Luc Godard a dit que la démocratie, c'était 15 minutes pour Hitler, 15 minutes pour les Juifs, et nous savons tous comment ça s'est terminé. Et maintenant, en ce qui concerne notre projet Sauna, qui était en fait un rituel, vous avez invité des personnes à un sauna. Est-ce que vous pourriez faire un projet sauna aujourd'hui et inviter des personnes qui sont des nazis ou des néo-nazis et créer une communication avec eux? Ou alors vous pensez qu'il ne faut pas qu'il y ait un dialogue, qu'on jette les ponts vers ces personnes? Je ne sais pas si on devrait le faire dans un sauna, mais j'aimerais le faire absolument. Oui, j'aimerais rencontrer. Aujourd'hui, ce ne sont pas vraiment des skinheads, ce sont plutôt des néo-nazis. Ils sont organisés différemment et j'aimerais vraiment rencontrer ces personnes et faire de l'art. Je pense que ce serait très intéressant. Est-ce que vous avez des idées sur ce que vous pourriez faire? Est-ce que vous voulez vraiment entendre ce que je voudrais faire? Non, je ne sais pas. Il faut que ce soit une discussion avec ces personnes. J'aimerais les entendre parler de leur façon de vivre, leurs pensées. Et faire des jeux d'enfants pour qu'on puisse commencer à rire ensemble et ensuite trouver un moyen de faire de l'art. Oui, j'aimerais bien essayer de faire cela.
J'aime bien cette approche très humble que vous avez, discuter des choses ensemble et être humble vis-à-vis de l'autre. C'est une très bonne façon d'aborder ce problème. C'est une grande question. Présenter votre art, s'ouvrir. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Est-ce que vous pensez que ce serait possible de faire ça aujourd'hui? Je pense qu'il faut essayer. Mais lorsque le doyen d'une école d'art, il y a ce moment où on obtient son diplôme et les étudiants regardent les petits articles de journaux dans les petites villes. Et c'est important pour les étudiants, c'est important pour les journaux et c'est important pour les étudiants. Et je sais que vous avez des relations totalement différentes par rapport à votre ville maternelle et vous crachez tout ce venin que vous avez, vous parlez d'où vous venez et c'était vraiment un moment très intéressant, tout à fait inhabituel. Vous parliez du Dolana traditionnel, d'où vous veniez, vous le critiquiez, vous l'haïssiez. Et j'aimerais entendre vos réactions. Moi, je pensais que c'était une interview vraiment fantastique, c'était journalistique, mais également, vous étiez en train de déchirer cette façon de rendre romantique certains endroits. Cette idée de l'appropriation, ces traditions aussi qui ont été inventées au cours des temps. Ce serait intéressant d'entendre ce que vous pensez au sujet de cette interview. Combien de temps est-ce que nous avons? J'ai travaillé là-dessus depuis 25 ans et je viens donc de Dolana, de cette région de Dolana. Et mon sentiment, c'est... En fait, j'ai un ami, un très vieil ami, qui était du Kyrgyzstan et il parlait de ces clans, de ces groupes de familles qui vivaient ensemble dans ces villages. Et il disait que c'était difficile de faire quelque chose d'artistique avec ces groupes. Si vous êtes un gay, vous êtes intéressé par l'art, mais la musique, il fallait quitter cette région. C'était tellement compact, tellement traditionnel d'une certaine façon, qu'il fallait casser ces liens, quitter le pays. Et c'est le même sentiment que j'ai avec Dolana. Et beaucoup de personnes sont contentes dans ce monde. Et ça, ce n'est pas mon problème. Je pense que c'est un problème qu'une personne ayant une autre croyance, une autre façon de vivre peut accepter. Et je pense que Dolana, en tant que symbole de la Suède, ils ont mis en place des traditions basées sur des mensonges. Par exemple, les vêtements folkloriques, pour vous donner un exemple, ce ne sont pas des vêtements traditionnels. Ils ont été fabriqués comme une tradition à un certain moment et ensuite on ne pouvait plus les changer. C'est pareil pour l'architecture des bâtiments et pour la musique. Si vous sortez un peu de ces traditions et vous faites autre chose, vous êtes dans une situation vraiment problématique. Les gens vous détestent, vous haïssent. Et donc, j'ai essayé d'utiliser cela. Et j'ai essayé de faire de l'art avec cela en parlant de ces questions. Il y a également la haine dans le monde de l'art. Je sais que vous avez fait une exposition sur votre père et un
ainsi de suite. Et 2 héros. Votre père n'est jamais devenu un artiste. Est-ce que vous aimeriez parler de ça, ce qui se trouve dans l'art suédois, ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire dans l'art suédois? Esso, c'est un peintre légendaire, romantique, et était très célèbre pour ses peintures sur des corps de femmes idéalisées. Les femmes et la nature et la simplification de tout cela. Donc, il y a eu des précédents aux États-Unis. Il était là à la fin du 19e siècle, au début du 20e. Je pense qu'il est mort en 1920. Et Anderson est intéressant parce que c'était un homme qui s'était fait lui-même. Il a commencé à zéro et est devenu l'un des hommes les plus riches en Suède au cours de sa carrière. Et je pense que c'est très intéressant. Cet homme, dès le début, avait préparé, planifié sa carrière. Il a acheté des vêtements qui coûtaient très cher avec son premier salaire. Il a construit une image de lui. Et c'est comme les étudiants à l'académie. En tout cas, c'était mon sentiment. C'est ainsi qu'ils planifiaient leur carrière et leur vie. Et moi, je pense que c'était très intéressant avec un homme tel que lui. Et mon père était amoureux de Anderson. Et il a essayé de faire des peintures similaires à ce que Anderson faisait. Et Anderson, ce peintre et mon père, ils sont devenus une seule et même personne. Et moi, je pense que c'était intéressant de l'attaquer et de refaire l'art. Donc, il y a eu des expositions, il y a eu des œuvres d'Anderson. J'ai essayé de faire comme lui, de vivre comme lui, d'agir comme lui. J'aimerais parler un peu de la crise, pas seulement géopolitique post-coloniale, mais au point de vue du genre. Lorsque je suis arrivée dans le monde de l'art et j'ai commencé à étudier l'art contemporain, j'ai découvert cette idée de crise. Et à l'époque, il y avait des personnes telles que Lars Nielsen, mais également Manos Patos, qui était là aujourd'hui, qui jouait avec ce figure mâle, nonchalant, habillé en costume. Et vous avez cette image très iconique aujourd'hui, un homme très sérieux, très bien habillé, qui est assis et qui brode. Et vous semblez être au milieu d'une crise avec cette image de l'homme qui est nu et qui fait des choses anti-héroïques. Est-ce que vous aimeriez parler de cela? Comment est-ce que vous dégonflez l'image de l'homme en tant que héros? Dans les années 80, lorsque je suis allée dans ces écoles d'art, il y avait beaucoup d'hommes et il y avait ces gestes énormes, ce nouvel expressionnisme, etc. Et moi, je pensais que c'était très comique et assez ridicule. Et j'étais obsédée, je voulais faire de l'art là-dessus. Et donc, je l'ai fait énormément à l'académie. Et donc, voilà, c'est peut-être ça que vous avez vu. Et je suis vraiment stressée et je me sens honteux, je dirais même, sur la façon dont nous avons agi.
par exemple les hommes dans le monde de l'art, dans le monde en général. Donc moi, je suis très heureux que nous avons d'autres formes, d'autres façons d'agir. Et je suis heureuse de cela. Dans les années 80, je me souviens, les hommes utilisaient les femmes dans les écoles, etc. C'était très embarrassant. Et je me sens vraiment honteux de cela. Et bien sûr, je m'utilise moi-même lorsque je fais de l'art. C'est surtout moi, sur toutes ces images. Je le fais, je ne dis pas des choses seulement aux personnes. J'essaie de travailler avec moi-même. Ce n'est pas juste des questions sur le racisme. C'est à propos de tout ce qui se passe dans la vie en général. Ce serait intéressant de revenir en arrière pour voir comment vous travaillez, parce qu'au début, vous faisiez beaucoup de sculptures, ensuite vous êtes passé à la photographie, des posters, des natures mortes, et ensuite vous avez utilisé des acteurs, vous-même en tant qu'acteur, et aujourd'hui vous faites tout, à peu près tout. C'est comme si vous aviez construit un monde avec toutes ces différentes méthodes que vous utilisez. Mais je pense que ce serait intéressant d'entendre tous ces différents passages. Pourquoi vous avez utilisé toutes ces méthodes différentes? C'est venu comme ça, grâce à mes idées. Je n'avais pas de souhait de travailler avec les arts vivants. Maintenant, j'utilise les techniques, les films, tels que les films, et les nouvelles technologies, les nouvelles techniques. Et les idées règlent la chose. Donc, il faut apprendre des choses nouvelles pour pouvoir atteindre les images, les sculptures, ce que vous voulez exprimer. Et ce n'était pas prévu, c'est arrivé, tout simplement. Et en 1996, vous avez fait ce travail Tip Top, où vous avez joué le rôle d'un tuyau d'égout d'un homme qui vendait ses tuyaux pour les intérieurs des maisons. Donc vous vendiez ces tuyaux. Donc, est-ce que vous essayez de transformer une merde en or, comme l'a fait certains? Oui, je connais mon histoire de l'art, mais je suis un homme qui a été élevé en Suède avec Ikea, donc c'était plus un geste enfantin. Et nous avions beaucoup de sociétés comme cela. Ikea, c'est la plus grosse société. Mais Cornick Gullmar, si vous vous souvenez de lui, il vendait vraiment de la merde. Et je pensais cela. Et en même temps, nous avions tous ces artistes qui allaient partout dans le monde, qui vendaient les mêmes objets encore et encore. Et je pensais que c'était vraiment une association intéressante de voir un artiste vendre des objets de merde. Donc, il y avait plusieurs niveaux. Et je n'ai rien vendu. Je suis désolée de le dire, mais ce n'était pas un très bon travail artistique. Donc, vous n'avez pas réussi à créer quelque chose, à changer, transformer les choses. Vous ne saviez pas comment le faire. Donc, les tuyaux, je me souviens des tuyaux. Ça, c'est quelque chose que vous avez utilisé également dans les installations, dans le journal. Et il y a eu pas mal de controverses parce que c'était assez moche et les tuyaux étaient moches. Et la couleur, c'était un beige rouge. Et vous avez vraiment utilisé cela dans les couleurs, les formes. Et vous avez la saucisse qui ressemble à cela.
vous avez ce qu'on voit dans vos pièces récentes, cette couleur qui devient plus menaçante. Et j'aimerais vous entendre parler davantage. Les tuyaux en suédois, envelope thrower, étaient en fait marron, orangé, marron. Et ce sont les tuyaux qui emmènent toute la merde au-dessus de la surface de la Terre. Vous avez ces tuyaux gris et en dessous, vous avez ces tuyaux marrons. Et pour moi, c'était vraiment quelque chose de très drôle d'utiliser ces tuyaux dans mon art. Et vous avez ces tuyaux en PVC, en matériaux plastiques, et c'est très dangereux de produire ces tuyaux. Et les sociétés en Suède reçoivent un permis spécial pour le faire. Donc, cela fait peur, c'est horrible en même temps et c'est drôle en même temps. Donc, j'ai utilisé ces tuyaux en tant que symbole de la merde, des saucisses, de la vie et tout cela. Et j'ai essayé de construire. Au début, mon souhait, c'était de construire des dolanas à partir de ces tuyaux. Donc, j'ai construit des maisons, j'ai essayé de construire une forêt, j'ai construit des personnes, tous ces signes de dolana, toutes ces choses folkloriques. Et c'était très, très moche. Et j'étais très heureux de cela. And that went into Et cela m'a mené à d'autres choses avec des tuyaux. Et après, je commençais en fait à m'inquiéter et avoir peur parce que je n'avais que des tuyaux dans la tête. Donc, il a fallu que je m'arrête avec ces tuyaux. Et chaque fois, j'ai essayé de faire quelque chose de nouveau. Je revenais à ces tuyaux et la saucisse. Et maintenant, je pense que ma dernière exposition concernait ma famille. Et vous savez, j'ai passé des années avec un père et une mère assez fous. Et il y avait un ami de ma famille qui m'abusait sexuellement. Et cette saucisse m'est revenue à l'esprit. Et c'était devenu justement le symbole de cet abus sexuel et toutes ces choses horribles. Et donc, en fait, sans le savoir, des années 90 à aujourd'hui, la saucisse et tous ces tuyaux, c'était des choses qui me remontaient de mon enfance. Et donc, j'ai tout mélangé ensemble pour en faire de l'art. Mais en fait, c'était une saucisse qui était un symbole. Et comment allez-vous travailler avec cette matière à sujet, ce sujet qui est l'abus sexuel? C'est ce que vous faites maintenant. Donc, d'une certaine façon, c'est un moyen de travailler sur votre propre subconscient et pas seulement la subconscience suédoise. Est-ce que vous voulez développer ce sujet-là ou non? Bon, alors, peut-être j'ai une autre question. Que ferez-vous si vous receviez de grandes quantités d'argent, une énorme quantité d'argent pendant 3-4 ans? Et si l'objectif, en fait, était de changer la mentalité suédoise, de créer une œuvre totale d'art pour changer la mentalité suédoise et combattre le racisme, alors qu'est-ce que vous ferez? Je sais que vous avez eu du temps pour réfléchir à cela. C'est une question très difficile
Parce que lorsque vous dites de 3-4 ans, des millions et d'en tirer un maximum, alors, en fait, je ne pensais pas tellement au racisme lorsque je travaillais avec ces personnes. Mais, en fait, lorsque je pensais à ce que je voulais faire, je me suis intéressée pendant un certain temps des pères et le manque de pères dans les familles. Et lorsque j'interviewais les skinheads et les néo-nazis, par exemple, très souvent, ce sont des personnes qui ont grandi sans père à la maison. C'est très intéressant, hein? Et j'aimerais faire de l'art par rapport à cela. Souvent, les psychologues disent que c'est la loi du père qui maintient la société ensemble. Mais de ce point de vue-là, on vit dans un monde où on a vécu sous la loi du père. Alors, comment travailler avec cela? Parce que si on se débarrasse du père, peut-être c'est une bonne chose, on peut se libérer d'une certaine domination, mais en même temps, le manque d'un père peut entraîner une certaine psychose. Et l'absence de la figure du père chez ces nazis, qu'est-ce qu'on en fait? Les deux. Juste pour revenir au tuyau, je trouve que c'est très intéressant de voir comment, en fait, votre travail a suivi, en fait, un certain modèle et que vous êtes revenu à des questions. On parle d'art, et en fait, finalement, on voit, en fait, des figures dans les écoles d'art, les professeurs d'histoire d'art, et il y a eu cette discussion plus large de comment la société a des structures qui répriment. Et là, maintenant, on pense à notre propre père et les autres pères et toujours ces tuyaux en tant que symbole. Je trouve que c'est très beau et c'est très valable, ce que vous dites. Je suis tout à fait d'accord. Le système est tellement bien structuré du début à la fin, donc j'attends avec impatience les développements futurs de votre art. Peut-être qu'on pourrait ouvrir la parole et la donner à la salle. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui. Oui, je vais vous poser la question en anglais, si vous voulez bien. Oui. Je me posais une question. Vous avez dit que vous avez été en fait menacé après les performances avec les néo-nazis. Mais quelle a été la réaction lorsque vous avez fait le De La Heste? Ce cheval qui a été tranché en morceaux. Quelle a été la réaction du public? Est-ce que vous avez été menacé? Quelles ont été les réactions du public par rapport à cette œuvre où vous tranchiez le cheval? Non? C'était plutôt des rires et de la joie. Il y avait les deux aspects, mais ils riaient tous d'une certaine façon. La première fois, c'était réellement une menace, c'était un problème très sérieux par rapport aux skinheads. Il y avait d'autres œuvres que j'avais fait à l'époque aussi qui avaient entraîné des menaces. Puis, en fait, on a vu ces menaces fréquemment. Mais vous savez, je vis maintenant à Copenhague et en fait, la situation est meilleure. Là, il y a moins de choses qui se passent. En fait, je pense que ça dépend aussi de ce que je fais au niveau de mon art. Vous savez que là, je suis passée davantage à des histoires de famille. Je dois dire que c'est mieux que d'avoir ces menaces et ces nazis dans mon ordinateur ou à la porte. Micro, s'il vous plaît.
Donc, nous étions en train de discuter de la réouverture du musée, en fait, avec les peintures les plus connues du musée. Et il y avait également le Dollar Horse en dessous. Et en fait, au niveau de média culture, c'était apprécié parce que, en fait, c'était innovateur. Mais sur les réseaux sociaux, vous étiez critiqué qu'il y ait quelqu'un comme vous qui faisait de telles œuvres telles que On the Shore dans les musées nationaux. C'est vrai? Oui, je peux confirmer ce que vous avez dit. C'est vrai que sur les médias sociaux, sur les réseaux sociaux, il y a eu aussi un débat sur le Dahl Horse parce que c'est une peinture clé dans votre travail. Et il y a cet lien qui a été fait par certaines personnes avec ce travail qui n'a pas été apprécié par certains qui ont trouvé que c'était provocateur. Mais c'est peut-être l'objectif aussi, non? Je n'étais pas responsable de l'installation, d'ailleurs, au musée de ces pièces. Je pense que le problème aujourd'hui est encore pire. Dans les années 90, quand j'ai fait ce travail où je découpais les chevaux d'Allah, il y avait beaucoup de rires et de sourires. Aujourd'hui, lorsque vous voyez cela au musée national, la réaction est différente. C'est très intéressant. 25 ans ont passé et la réaction est très différente. Oui? Merci beaucoup. Je trouve que ceci est très intéressant. C'était un dialogue très intéressant à suivre. Je voulais vous poser une question. Je voudrais savoir comment vous faites le lien entre vos expériences personnelles et votre entourage culturel. Vous savez qu'il faut dire au début, en fait, on a un climat extrémiste encore plus critique. Est-ce que pour vous, parce que nous avons ce problème au Danemark, mais est-ce que vous croyez que c'est plus calme pour vous d'être à Copenhague? C'est une bonne question. Et je pense, vous savez, je ne vis à Copenhague que depuis 1 an, hein, mais je crois que c'est très intéressant de découvrir et d'apprendre la culture d'un autre pays. Et ainsi, j'apprends beaucoup de choses sur les Suédois. Et on est tout le temps en train de faire des comparaisons entre ce qui se passe en Suède, ce qui se passe au Danemark. Vous savez, il y a eu les élections. Et en fait, le Dansk Folkeparti a perdu des voix. Donc, ce sera intéressant de voir ce qui se passe. Oui, c'est un pays raciste. Et il ressemble beaucoup à la Suède, le Danemark. Mais il y a des choses quand même très différentes que j'essaye d'apprendre et de comprendre. Je voudrais élargir mon expérience du Danemark d'abord avant de vous donner une réponse. Oui, j'ai une question. Je suis artiste. Je suis en Anjou. Et ma question, en fait, je ne suis pas critique d'art. J'ai écouté ce que vous avez dit. J'ai remarqué que vous parlez beaucoup, en fait, des néo-nazis, etc. Ma question, ne croyez-vous pas
que l'ambiguïté est réellement un moyen de produire de l'art, parce que l'ambiguïté force les autres à réfléchir. Parce que si vous donnez votre réponse, votre position, est-ce que ça serait aussi fort que si les personnes doivent réfléchir à ce que vous leur proposez? Je crois que je suis d'accord. Je crois que dans les années 90, ce que je faisais était quand même un peu bête. L'humour était plutôt ironique, voire méchant. Et en fait, je suis maintenant engagée pour faire des choses plus importantes. Je voudrais laisser de côté l'humour, l'ironie. Je voudrais creuser plus profondément. Je crois qu'un des éléments très forts du travail, en fait, de l'artiste, c'est l'ambiguïté, en fait. On ne sait jamais très bien où diriger les questions. Et dans cette conversation, on voit déjà à quel point l'œuvre était ambiguë, même si on avait l'impression de ce côté divertissant. Je pense qu'il y a cette ambiguïté. L'utilisation de ces couleurs, des couleurs moches, sachant à quoi elles sont liées. Je crois que de tout point de vue, c'est justement cette ambiguïté qui joue. Je pense que parfois, il faut avoir un langage visuel très fort. Vous savez, lorsqu'on fait une œuvre artistique qui n'est pas typique, il faut utiliser en fait quelque chose de visuel qui fonctionne très vite. Et en fait, aujourd'hui, on utilise cela. Dans le passé, vous utilisez un langage très rapide, des symboles reconnaissables. Mais ici, on se demande vraiment qu'est-ce qui a été fait. On utilise en fait le langage commercial. Il y a des symboles nazis. Il y a et des idées aussi nazies. En fait, des choses qui ont des mauvaises réputations. Donc, en fait, il faut de l'ambiguïté, mais parfois, il faut également des éléments visuellement forts. Il faut en fait repousser ça vers la société. Oui. Comment on dit Fuchtespeg en anglais ou français? Elle pose la question. Mais il y a aussi, en fait, ce miroir, en fait. Fuchtespeg, c'est un genre de miroir. Anyone else have a question? Y a-t-il d'autres questions? Je voulais ajouter qu'il y a peut-être une autre question dans la salle, mais je pense que vous nous avez montré beaucoup d'œuvres. Vous avez des œuvres que vous avez faites il y a 10-15 ans, mais aujourd'hui vous faites d'autres œuvres, d'autres travaux qui comprennent des objets, des installations, des sculptures. Alors, vous pouvez peut-être parler de ça un peu. Et je voulais également ajouter que ces travaux seront vus bientôt en France, à l'Institut suédois, novembre prochain. Oui, vous êtes mon agent. Je pense que
je fais la même chose de façon répétitive, comme cela a été dit par Sarah. Je travaille avec les sculptures. C'est comme des cercles qui reviennent et des choses plus sérieuses, plus profondes, parce que le contexte l'est. En fait, on est parti du monde dans le sens large au monde plus petit, familial, et je suis devenue plus sérieux. Mais il y a toujours des sculptures, toujours des images, et j'aime beaucoup en fait le commercial. Donc j'essaye de faire du travail qui est facile à voir et auquel on réagit facilement. Mais en dessous, il y a des couches plus profondes. Donc, la première chose que vous allez voir, c'est peut-être la couleur rouge. Et c'est afin d'attraper l'attention, vous faire regarder plus profondément dans l'œuvre. Peut-être une dernière question avant de conclure? Oui? Merci pour votre communication. Je voulais vous poser une question en ce qui concerne l'expérience avec ces couleurs plats. Est-ce que c'est votre projet ou le projet de quelqu'un d'autre? Micro, s'il vous plaît. En fait, c'était un projet de recherche aux États-Unis. Je crois que c'était au début des années 80, d'ailleurs. Je crois ou peut-être les années 70. Mais enfin, c'était un article dans un journal suédois. Oui, question? C'est plus une surprise qu'une question. J'ai découvert un très grand artiste aujourd'hui. Merci. J'ai découvert votre vision de ce qui est suédois. C'est surprenant. C'est difficile pour moi, en fait, de voir le suédois à travers des néo-nazis, des skinheads. Peut-être que cela nous parle plus de vous et des personnes suédoises. Mais peut-être que c'est une façon de voir votre propre pays. Mais en fait, un étranger ne peut pas comprendre cela. Un étranger perçoit la Suède avec d'autres yeux, avec d'autres actions et avec d'autres compréhensions politiques. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et je pense que l'industrie touriste suédoise fonctionne bien. Ils arrivent à masquer toutes ces questions de notre passé sombre, notre histoire sombre et de choses terribles qui se passent aujourd'hui également. Donc, je pense qu'on peut saluer l'industrie tourisme suédoise. Mais moi, je vous disais que je parlais de ceux qui se trouvent en dessous de la surface. Et vous avez ces problèmes étranges, le racisme, tout ce qui bouillonne en dessous de la surface. Oui, c'est là, ça existe. Mais quand même, venez nous voir, venez nous rendre visite, venez voir. Vous savez que je suis arrivée en Suède quand j'avais 11 ans. Et on avait des histoires utopiques de la Suède. Par exemple, en Suède, il n'y avait pas de conflit, personne à l'école pouvait être battu. Moi, j'étais enfant qui venait de la Roumanie. Personne n'était en concurrence, en rivalité, il n'y avait pas de rivalité, pardon. Il n'y avait pas de mauvaises notes données à l'école. Mais en fait, comment dire?
Mais en fait, la Suède s'est réveillée de son propre rêve, de ce rêve utopien, démocrate, social-démocrate. Nous avons notre propre couple, Simone de Beauvoir et Sartre, le couple Myrdal. Alors, je dois dire qu'on a beaucoup de choses qu'il faut confronter. On a commencé à faire face à cela. Et c'est une façon, en fait, pour l'artiste de traiter le subconscient suédois. Et dans l'Institut, on essaye de creuser cela. Avec un micro, s'il vous plaît. En fait, malheureusement, venez faire cette thérapie collective nationale avec nous en Suède. Donc, je crois qu'on va conclure ici. On peut peut-être continuer la discussion ailleurs. Merci beaucoup d'être venu.